Effectivement, en première année, c'est militaire en fait. Mais en situation de dissection, j'étais quand même très stressée de faire l'exercice devant vous. Et pour ceux qui se posent la question, je suis une serpentard. Alors, bonjour à tous, bienvenue donc sur le podcast Au Microscope. Donc, je m'appelle Tiski, je suis VP Projet, donc vice-présidente chargée des projets au sein du TCN. Donc, c'est le tutorat de la Carabie nancéienne, donc c'est l'association pédagogique des étudiants en médecine de Nancy. Et moi, l'équivalent, et je m'appelle Yanis. Voilà. L'équivalent, c'est aussi un VP Projet, c'est le co-VP Projet. Et puis, donc, on a avec nous une invitée de marque, j'ai envie de dire, bonjour. Donc, une invitée qui a été très demandée au sein de notre bureau, donc c'est ça qui est assez intéressant et très, comment je pourrais dire ça, enrichissant pour nous de vous avoir aujourd'hui. Okay. Donc, je vous présente Dr Assaba. Bonjour. Donc, Dr Assaba, qui est donc docteur en... Alors, je suis médecin rééducateur, donc en médecine physique et de réadaptation. Ça équivaut à la MPR. Et donc, je suis assistante chef de clinique au CHU. En parallèle de ça, je suis en thèse universitaire au laboratoire IADI au sein du CHU. Et en parallèle encore de ça, je suis en parcours pour devenir anatomiste. Et donc, l'objectif, c'est de devenir MCU et PU un jour d'anatomie. Génial. Multicasquette. Voilà, beaucoup de casquettes. Ça, c'est mais super. Une seule tête. Alors, vous vous êtes vous-même présenté, donc ça c'est super. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a poussé à choisir la médecine comme carrière ? Alors, la médecine, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Du fait de sa pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout savoir en médecine. Et c'était l'idée de on n'aura jamais fini d'apprendre. Il n'y a pas un moment où les connaissances vont stagner et on va travailler de 9h à 17h et faire la même chose pendant 30 ans. C'est hyper varié. Bon, à l'époque, je connaissais que la médecine libérale. J'avais jamais mis les pieds dans un hôpital de ma vie, hormis des situations exceptionnelles. Mais je savais qu'on pouvait avoir différentes fonctions. Mais ça restait quand même très nébuleux. C'est intéressant, mais je savais que je voulais faire médecine. Et il y a aussi l'aspect, c'est les efforts qui vont faire quelqu'un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en tout cas en France, pas de népotisme. C'est à la valeur, c'est à la force de travail. Et c'est ça qui m'a extrêmement intéressée et motivée aussi. C'est vrai que je trouve que la médecine, c'est un milieu où il n'y a personne qui naît trop fort en médecine. Je pense le sport, le foot, où on peut être vraiment doué. En médecine, on a des capacités, mais je pense que le travail, il est important. Je pense que personne ne peut devenir médecin sans avoir lu des bouquins, sans avoir beaucoup travaillé, donc c'est vrai. Les médecins fainéants, c'est plutôt rare. C'est rare, c'est vrai, je suis d'accord. On est quand même... Après, c'est un avantage, un inconvénient aussi. On est quand même habitué, dès la première année, à cravacher. Bon, ça a aussi ses travers, mais... la qualité de travail, j'ai toujours été une bûcheuse, donc c'était plutôt une bonne continuité. Et puis, dans mon lycée, on parlait beaucoup des prépas. C'était que des prépas. Il n'y avait pas du tout de présentation des universités, tout ça. Et moi, j'aimais bien l'aspect de liberté de la faculté. Donc, en fait, on travaillait à son rythme. On nous donne, c'est un peu perturbant au début. On nous donne notre emploi du temps. On nous dit, voilà vos polis. Et après... il a fallu faire son propre emploi du temps, aller en cours, adapter, faire ses fiches. Moi, j'aimais beaucoup ça. Donc, la liberté. C'est ça. Je pouvais en faire. C'est ça, en fait. C'est aussi de façonner sa façon de travailler et trouver celle qui nous correspond. Il faut qu'on la trouve. Oui, bien sûr. C'est all-in. Hein. Bien sûr. Non, je trouve que c'est vrai. Enfin, ça, c'est important. On ne nous tient pas la main et on trouve nous-mêmes une méthode. Je pense que la première année, elle est dure, mais c'est aussi ça. Je pense que c'est des méthodes. Ce n'est pas des gens plus forts que d'autres, souvent. C'est des gens qui ont eu une méthode, qui ont eu une manière de faire qui leur a permis le jour du concours. Et qui leur correspond complètement. Généralement, ces gens qui ont quand même des facilités, mais qui vont les exploiter et qui vont catalyser ce travail-là. C'est ça, ils sont vraiment acteurs en fait dans leur... C'est ça qui est beau, c'est vrai. Très intéressant. Moi j'avais une autre question, à part si tu voulais... Je t'en prie.
Moi, j'avais une autre question, c'est est-ce que vous avez toujours voulu faire médecine, toujours voulu faire ça? Alors, toujours, non. Quand j'étais petite, non. Moi, à la base, le métier, je pense que j'ai le plus voulu faire, c'était bibliothécaire. J'ai toujours aimé les livres. Et vraiment, l'idée d'être entourée de livres, c'était ma passion, c'était vraiment mon truc. Donc, je voulais être bibliothécaire. Traditionnellement, parce que mes parents sont algériens, traditionnellement, c'était pas trop le métier vers lequel on m'a orientée. C'est soit, il y a un humoriste qui dit ça très bien, c'est soit médecine, soit ingénieur, soit avocat. Et après, pas trop d'autres choix. Voilà. Mais je me suis bien retrouvée parce qu'en fait là, dans mon bureau, il y a des livres partout. C'est ça. Chez moi, il y a des livres partout. Et l'anatomie, il y a aussi un gros travail d'archivage. Pour construire une planche, je vais fouiller dans qui du pâturé, qui du boucher cuiré. Je vais vraiment fabriquer mon cours. Et pour ça, il y a besoin de connaître ces référentiels. Donc voilà, finalement, je suis rebondie sur mes pattes. Bibliothécaire d'anatomie. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Voilà. Après, il y a un travail de traduction, parce que la plupart de ces livres sont écrits en ancienne nomenclature. Et moi, si je veux vous enseigner, il faut que je fasse l'effort de le faire en nouvelle nomenclature. Et donc, il y a un gros travail d'investigation, de recherche, du bon mot, du mot juste. C'est vrai. Et j'ai toujours aimé les mots, donc voilà, trouver ce mot juste, ça peut... Et puis l'idée, c'est aussi de rendre le cours intéressant, parce que si c'est juste réciter le pâturé, c'est pas intéressant. Et c'est des livres qui sont très bien écrits, ça se voit que c'est écrit par des passionnés, il y a de la description, il y a des dessins magnifiques. Donc, oui, et le dessin aussi, c'est aussi une des choses qui m'intéresse en anatomie, mais je pense peut-être qu'on y viendra. Ouais, je pense aussi, j'ai tendance à dégraisser, donc vous m'orientez sur les rails. Voilà. Il n'y a pas de souci, mais en tout cas, c'est vrai que... Ouais, exactement. En fait, vous avez, je pense, aussi un petit côté artiste, si je peux me permettre, avec la lecture, avec le dessin. Et en médecine, c'est vrai que l'anatomie, personnellement, je trouve que c'est ce qui ressemble le plus à de l'art, en fait. Avec les dessins de Monsieur Braun, voilà, les dessins de Madame Pérez. On a envie de les prendre en photo, les encadrer, de les garder. Et en fait, moi j'ai toujours aimé dessiner. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de tenir pendant mon second semestre de première année. C'était les cours d'anatomie. Moi, j'étais formée sur Paris. C'était à l'époque le professeur Gaget, qui était chirurgien orthopédique et spécialisé de l'épaule, qui nous faisait cours. Et c'était un plaisir. Moi, je restais les 4 heures d'affilée. C'était... c'était magique. Il parlait, il y avait une aisance de la parole, le dessin, toutes les variations de couleurs. C'était super. On oubliait, moi j'oubliais en tout cas que j'étais en préparation d'un concours et c'était beau. C'était chouette. Franchement, je me reconnais énormément dans ce que vous dites. Moi, mon papa, il est algérien. Et il est artiste peintre, journaliste, donc c'est exactement un petit peu ce que vous étiez en train de dire. Et c'est vrai que je me reconnais énormément puisque, pareil, dans les cours d'anatomie, c'est ce qui me fascinait tellement, c'était les dessins, c'était, comme vous avez dit, les couleurs, la transmission de savoir, le partage, les mots. Une histoire. C'est ça. Raconte une histoire. On va présenter le monde supérieur. C'est magnifique. Ouais. Voici le plan et on y va. Ouais, tout à fait. Non, c'est très beau. J'adore. Tant mieux. Alors, donc on avait un petit peu parlé de tout ça. Est-ce qu'il y a eu un moment déterminant ou une personne en particulier qui a influencé votre choix donc d'aller en médecine? Alors, ce qui est marrant, c'est que la personne qui m'a à la base inspirée pour devenir médecin, c'est la personne qui a voulu pas m'empêcher, mais qui était un petit peu dubitative sur le fait d'y aller, c'était ma maman. Parce que ma maman était médecin avant de se consacrer à ses enfants. Elle a très peu pratiqué, c'est son choix. Mais à la maison, j'avais retrouvé ces anciens polis d'hématologie, j'ai trouvé des magazines d'anapath, elle aimait bien tout ce qui était endocrinologie. Donc, et c'est fou, c'était elle qui... Là, en parlant, c'était elle qui m'avait offert, je crois que je devais avoir 4 ans. Donc c'est important ce qu'on donne aux enfants. C'était un livre sur le corps humain avec des petits stickers. Et toujours maintenant, j'adore les stickers. Et donc, il fallait les mettre dans le bon ordre pour faire le squelette, etc. Et puis les crayons de couleur. Donc en fait, elle a
semer ça. Et puis après, c'était oui, mais tu es sûr, médecine, c'est quand même. Quand on voit la première année, parce que mon voisin à l'époque venait de passer la première année, donc elle l'avait bien vu bûcher, et elle s'inquiétait un petit peu de ça. Mais après, une fois que je lui ai dit oui, c'est sûr, je vais faire ça, c'était à fond et à l'algérienne, quoi. C'est vraiment travail. Voilà, donc c'est elle. Et puis il y a quand même mon père, l'aspect vraiment, la force de travail, la discipline de travail. Dans la vie, on n'a rien sans rien. Ça, c'est la devise, c'est l'épitaphe de mon père, ça. On n'a rien sans rien. Oui, je pense que, pareil, en médecine, je trouve qu'il y a une grosse part au mindset. Moi, je le vois comme ça. Je trouve qu'il y a peut-être 30% de capacité d'apprentissage, tout ça, mais ce qui fait vraiment la différence, je pense que c'est le mindset, la mentalité, avec le fait de travailler, de se dépasser, le dépassement de soi, à l'hôpital, les gardes, les patients qui s'enchaînent, qui se ressemblent, ou qui se ressemblent pas du tout. Et c'est vraiment s'adapter. Et je pense que c'est vrai que quand on a des modèles de discipline, de travail, et qui donnent toujours tout, ça nous force, nous aussi, à tout donner. C'est des éléments qu'on retrouve aussi dans le sport, tout ça. Le mindset, c'est pas que en médecine, mais effectivement, en première année, c'est militaire, en fait. En tout cas, moi, je l'ai vécu de façon militaire. Il y avait un autre point que je voulais dire, mince, c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. sur le long, de toute façon. Mais, ok, ça marche. Moi, j'aurais une question pour partir maintenant sur les formations, les parcours académiques. Comment s'est déroulée votre formation académique ? Alors, j'ai fait 2 premières années à Paris-Saclay. À l'époque, ça s'appelait pas Paris-Saclay, c'était Paris-Sud 11. Ça n'a pas de changer de nom. C'est là qu'on prend conscience qu'on vieillit, c'est quand les choses ont changé de nom. Comme ceux qui ont passé un bac qui n'existe plus, le bac S n'existe plus non plus. Donc, je l'ai raté à 30 places. D'accord. J'étais dégoûtée. Vous vouliez que médecine, donc... Alors j'étais 10e, alors j'étais bien classée en pharmacie. Non, c'est après que j'étais bien classée en pharmacie. J'avais, je crois, sage-femme ou kiné, mais c'était pas exactement ce que je voulais. Et à l'époque, on pouvait encore redoubler. Donc d'où l'importance aussi d'être soutenue par son concours familial. On m'a donné l'opportunité de repasser, merci. Et je me rappelle, c'était en physique et en biophysique. Je les ai défoncés. Là, je les ai à fond. En fait, c'est ça. On apprend de nos erreurs. Je savais quelles étaient mes faiblesses. Du coup, j'ai saigné ce que... En plus, ce qui est vrai, c'est qu'en biochimie, par exemple, ils avaient abaissé le niveau. Donc, en gardant la même note, mais la moyenne avait diminué. Donc, ça m'avait permis de gagner pas mal de places. Et ce qui était intéressant, c'était la première année où les pharmaciens nous rejoignaient. Et on avait énormément peur qu'ils nous piquent nos places. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est les étudiants en médecine qui ont chippé les places de pharmacie. Et j'étais 10e en pharmacie, moi. Alors que je suis vraiment... c'est vraiment pas mon domaine. Mais voilà. Donc comme quoi... Des matières où on est moins fort, on peut devenir fort. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. C'est vrai. Mais c'est aussi ça, c'est de se rendre compte quelles sont les difficultés. Pas les laisser s'entériner. La nature humaine fait ça. Mais... Voilà, quand on est au dos au mur, on n'a pas le choix, on y va, quoi. En tout cas, voilà. Totalement d'accord. Tu veux peut-être poser une question ? Moi, j'avais une petite question concernant, on va dire, tout ce qui est défis, un peu les défis que vous avez rencontrés en tant qu'étudiante ou jeune médecin, et comment est-ce que vous avez surmonté ces potentiels défis ? Je veux juste revenir sur mon parcours, parce qu'après les 2 premières années, j'ai pas continué. C'est vrai, on n'a pas continué. Après les 2 premières années, j'ai continué mon externat au Crémien-Bicêtre, le KB. De très belles années. 2 moins belles années de CN, avec le stress, tout ça, mais quand même, si je devais choisir entre revivre l'externat et la première année, je revivrais le CN, clairement. Et ensuite, je suis arrivée à Nancy en 2017 pour mon internat en médecine physique et de réadaptation. J'ai fait... L'AMPR, c'est 4 années d'internat. À cela, j'ai rajouté 1 année de FST de médecine du sport et 1 année recherche. Donc finalement, 5 ans d'internat. Et là, j'entame ma 2e année de chef de clinique assistant des hôpitaux. Ok. Donc mon parcours voilà, le parcours avec triple casquette, clinique, recherche et enseignement. Génial.
Donc du coup, maintenant, je vais vous poser un peu une petite question sur tout ce qui est défis, un petit peu. Donc quels sont les défis que vous avez rencontrés en tant qu'étudiante ou jeune médecin et surtout comment est-ce que vous les avez surmontés en fait, ces potentiels défis? Est-ce que je les ai surmontés? Ça c'est déjà la question. C'est vrai. Un des défis, c'est mine de rien, le fait de, pour moi en tout cas, c'est le fait de constamment se comparer aux autres. Le fait que ce soit un concours. Moi, je suis clairement pas faite pour cocher des cases. La médecine, je l'ai beaucoup apprise en stage, en utilisant les anciens référentiels de dossiers cliniques, où il y avait vraiment cette explication de pourquoi on demandait un scanner à ce moment-là, pourquoi on demandait une IRM à ce moment-là, de vraiment organiser la prise en charge. Ça, je l'ai beaucoup appris je leur dois beaucoup ces dossiers cliniques. Parce que ça me permet vraiment alors que dans cocher des cases, même maintenant, ça m'horrifie. Je pense que j'ai encore les poils qui s'hérissent à cette pensée. Donc vraiment, pour moi, le défi, c'est les QCM, de changer, en fait, de devoir adapter ta pensée à une modalité d'examen qui ne sera pas forcément celle dans laquelle tu es le mieux. Tu n'es pas évalué sur ta capacité à faire un examen clinique. On n'a jamais évalué, mis à part pour les stages, ma capacité à accueillir un patient aux urgences, à être là au bloc, à enchaîner, comme tu as dit, avoir cette force de travail d'enchaîner une nuit de bloc et pas tenir les écarteurs, mais d'avoir cet aspect clinique. Donc voilà, se formater, ça c'est vraiment très difficile. Du coup, je comprends les étudiants qui sont en difficulté là-dessus. Après, il y a le rythme. De devoir... quand on se dit que dans un an, il y a un concours qui va déterminer tout le restant de tes jours, c'est difficile un peu de faire un pas en arrière, de lâcher un peu prise et donc de sortir la tête des bouquins. Si je pouvais revenir en arrière, peut-être un peu... Je sais pas, est-ce que je serais plus sereine en disant... Mon chef disait, peu importe, de toute façon, le dernier à l'ECN, il est quand même médecin. Mais quand on est quand même dans une situation de compétition en permanence, c'est très difficile. Voilà. Donc, se formater, l'aspect compétitif, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, mine de rien, et aussi tout ce qui est responsabilité. On était très responsabilisés pendant notre externat. Donc, on a peur de mal faire. On n'est pas encore médecin, on n'a pas encore tout le bagou, on n'a pas encore tous les réflexes, et on se dit, on a quand même une certaine... Il y a des risques. Il ne faut surtout pas hésiter à demander quand on ne sait pas, parce que c'est vrai que ça peut éviter de faire des petites erreurs, mais bien sûr, c'est vrai qu'en médecine... Ou des grosses erreurs. Des grosses erreurs, on a... Plus tu laisses quelque chose s'enquister, plus les conséquences sur le long terme peuvent être importantes, et même en tant qu'interne. Donc, il y a des histoires comme ça, des petits problèmes qu'il y a eu, et je trouve que... Là, comme ça, je pense à une interne aux urgences. Je sortais de mon stage de neurologie, donc j'avais fait quelques PL. Elle n'en avait jamais fait. Et du coup, aux urgences, elle m'a dit, j'en ai pas fait, donc vas-y. Ça ne met pas trop en confiance. Parce que c'était un patient qui avait du matériel et tout. Donc voilà, au lieu de se mettre dans une situation de protection, de dire on va voir, on va peut-être solliciter un chef, tout ça, du coup, mise en avant. Donc, si ça se passe bien, tout le monde, on est content, mais si ça se passe mal, c'est vrai que ça peut très vite jouer un rôle sur la carrière. Donc vraiment, pas juste sur la carrière, surtout même sur ton bien-être. Tu te dis à cause de toi, quelqu'un s'est retrouvé mal ou c'est important. Voilà, la médecine, même pour ta ça santé mentale, c'est important aussi de. T'es encore en situation d'apprenant. C'est vrai. De te responsabiliser, oui, mais en sécurité. Comme pour les internes, il y a une prise en grade des responsabilités. C'est le rôle du docteur junior, mais le docteur junior est toujours un interne, toujours apprenant. Et donc, peu importe l'âge, d'apprendre en sécurité et de ne pas mettre la faute. Bien sûr. Oui, de ne pas faire quelque chose qu'on ne sait pas faire. Ah non, je pensais pas à ça, parce que de toute façon, tu seras forcément amené à faire des choses que tu ne sais pas faire, mais si tu as fait une erreur, qu'on ne te culpabilise pas dessus. Ah, bien sûr, oui. Ça, c'est vrai. Ça arrive souvent. Non, c'est vrai. Je suis d'accord. Ça répond. Oui, ça répond pas à la question. Les défis surmontés, ça marche. J'avais une autre question. Malgré votre jeune âge, vous avez déjà 7 publications de recherche publiées, de ce qu'on a vu. Il y en a peut-être plus, d'ailleurs.
Je pense que c'est 7, mais je suis en premier auteur sur aucun des articles pour l'instant. Donc, en fait, vous avez une contribution dessus. Ah bah oui. Et donc, voilà, vous avez une contribution. Est-ce que vous pouvez nous parler de celle, la publication, qui vous tient le plus à cœur ou sur celle où vous avez laissé le plus de temps, le plus... Celle qui me tient le plus à cœur, c'est pour l'aspect... il y a un aspect émotif, c'est les premiers en fait auxquels j'ai pu contribuer. C'est parce que j'étais en stage en chirurgie orthopédique, un énième stage parce que j'aimais beaucoup cette spécialité, et on avait un patient écossais, donc qui parlait qu'anglais. Et à un moment, pendant la visite, je me mets à parler avec lui, donc un peu à faire le rôle de traduction. J'ai toujours fait ce rôle de traduction. Et c'est là que pas leur mentor, mais mon mentor en anatomie, c'est le professeur Marc Soubéran, qui est chirurgien de la main, qui du coup m'a interpellé en me disant tu parles anglais, c'est génial, mais j'écoute des articles d'anatomie, tu peux pas les relire? Oui. Puis voilà, le fait qu'un chef à ce moment-là soit intéressé par mes capacités et m'explique tellement de choses en anatomie, ça y est, moi j'étais mordue. Il a vraiment contribué au fait que je continue médecine, au fait que je me lance dans l'anatomie. J'ai 2 marques en anatomie, j'ai Marc Soubéran et j'ai Marc Brun. Ah oui, comme ça. Voilà. Les 2 marques. Ouais. Non mais c'est vrai que c'est un bon moment, la bonne occasion. Vous avez une qualité qui lui a tapé dans l'œil. Puis c'était super intéressant de pouvoir à l'époque contribuer à des articles. À l'époque, les articles, je les lisais surtout pour la LCA. Donc, mais là, de pouvoir voir un peu l'envers du décor, puis c'est quelqu'un de très très rigoureux. Et donc, quand quelqu'un qui est aussi talentueux, aussi rigoureux, aussi fort, j'étais au bloc avec lui, c'était super, s'intéresse à vous, oui, vous y allez. C'est une source d'apprentissage énorme. Oui. Et puis un modèle aussi. Bien sûr, ça y joue. Ouais, vraiment. On a une question sur les modèles juste après, c'est pour ça, on va la laisser. Oui, sur le plan médical, clairement modèle. Moi, j'aimerais juste revenir du coup sur un point un petit peu de votre carrière, qui est donc dans l'anatomie. Oui. Parce qu'on avait parlé d'anatomie, ce que vous faites dans le département d'anatomie à la faculté de Nancy, justement. Et donc, justement, nous, dans le cadre de notre 2e année, on vous a connu grâce du coup à l'anatomie, spécifiquement avec les dissections, puisque c'est vous qui dirigez les dissections. C'est Madame Pérez qui m'a lancé. Donc, je te laisse terminer ta question. Oui, il n'y a pas de problème. Et donc effectivement, vous dirigez les dissections donc. Oui. Et j'avais des petites questions d'un point de vue plus émotionnel, moral, et j'ai envie de dire presque éthique. Non, c'est complètement éthique. J'avais envie de savoir un petit peu ce que vous ressentez déjà lors de ces moments, ce que vous pouvez ressentir comme émotion, ce qui passe un petit peu dans votre tête à tel moment. Et puis surtout, d'un point de vue plus éthique, est-ce que vous pensez aussi à la famille du défunt? Est-ce que vous avez, je dirais pas jusqu'à là un avis, mais est-ce que vous avez une petite opinion sur le don du corps? J'ai un avis sur le don du corps, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Alors, pour la première partie de la question, c'était... Excuse-moi, tu peux me redire? Donc je disais, ce que je ressens quand je fais la dissection. Alors déjà, le premier ressenti, c'est une passion. Vraiment, moi je me mets en situation de dissection. J'étais quand même très 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 stressée de faire l'exercice devant vous, parce qu'autant habituellement quand je dissèque seule, c'est des gros moments d'apprentissage, je me forme en fait, parce que pour le concours de MCU, il y a une épreuve de dissection, pour moi je suis très visuelle, c'est-à-dire que moi la structure, tant que je ne l'ai pas vue, je ne peux pas retenir, donc la dissection sert aussi à solidifier mes connaissances abstraites en anatomie. Mais donc le fait de disséquer devant tout le monde, c'était quand même un moment très stressant pour moi, parce que tout ce que je dis a un impact, la moindre erreur peut avoir des conséquences, vous allez l'enregistrer pour le restant de vos jours. Donc mais voilà, premier sentiment comme ça à chaud, c'est une passion pour l'anatomie. J'étais à la fin très 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 fière de moi, mine de rien, parce que j'avais réussi ce palier d'exercice, et puis j'étais ravie de voir les réactions des étudiants. Moi j'ai des retours, c'était vraiment, j'étais là, j'ai fait mon job. Ça s'est bien passé. Et voilà, tout ce que je veux transmettre aux étudiants,
peut-être pas tout, mais en tout cas une grande partie, j'espère que ça va les encourager à apprendre leur anatomie, ça va les encourager, parce que c'est quand même fun aussi, il faut que ce soit fun. Il ne faut pas que ce soit vécu comme une punition, l'apprentissage de l'anatomie. C'est une science magnifique. Elle est difficile, mais elle est magnifique. Mais cette passion, pour moi, elle n'est possible que la condition sine qua non du respect du sujet. C'est-à-dire, on peut apprendre, on peut enseigner, on peut un peu profiter de cette situation seulement si on a pour socle immuable le respect du sujet. Ce sujet, c'était une personne, c'était le papa de quelqu'un, la maman de quelqu'un, c'était une personne avec un cœur, avec des émotions, et c'est une décision qui a eu un impact. Donc voilà. Pour moi, le don du corps, c'est vraiment avec le don d'organes le plus généreux de soi. Ils font pas ça ils n'ont pas de compensation financière, il n'y a pas de gloire, hormis ils ont un nom sur une stèle, mais il n'y a pas non plus il n'y a pas de rétribution, c'est vraiment un don. Et ça, il faut absolument le respecter et le garder en tête. Donc c'est pour ça aussi que toute demande au don du corps doit être justifiée. Il y a la législation qui est en cours pour qu'il y ait un comité d'éthique, pour que tout cela soit bien codifié. Parce qu'à Nancy, ça s'est toujours bien passé, mais c'est toujours bien quand même de mettre des définitions, de mettre les choses en place pour éviter certaines dérives. Mais à Nancy, ça s'est toujours bien passé et ça va toujours bien se passer parce qu'on se fait violence de le faire. Vraiment, c'est vraiment une condition sine qua non. Donc voilà. Donc oui, il y a plein de choses. Je ne pense pas forcément à la famille sur le moment parce que toute ma pensée, pour moi, elle est sur le sujet. On a une journée annuelle maintenant avec les familles et là, effectivement, on va avoir un dialogue avec eux, avec eux et elles. Et là, voilà, c'est l'occasion de présenter les choses, de leur consacrer, de les remercier aussi, parce que c'est aussi c'est un membre de leur famille, c'était leur ami, c'était une personne proche. Et voilà. Donc, une fois qu'on a enregistré ça, comme le respect du patient en fait, une fois qu'on a, on peut effectivement se lancer et puis transmettre cette passion aux étudiants. C'est ce que j'espère faire, de leur montrer à quel point c'est beau et que c'est pas juste apprendre par cœur des volumes et des volumes d'anatomie. Bien sûr. Est-ce que ça répond à la question ? Tout à fait. Moi, j'avais des questions encore supplémentaires. Vous parlez du coup de la famille. C'est vrai quelque chose... au début, j'étais un petit peu réticente à la chirurgie parce que j'avais justement cette manie de toujours me mettre à la place de l'autre. Au détriment de moi-même, c'est-à-dire qu'au détriment de mon propre moral, de mon propre bien-être, ce qui fait qu'à chaque fois que je voyais une chirurgie, j'étais fascinée parce que je suis fascinée par l'anatomie, donc fascinée par ce qui se passe, mais il y a des moments où ça me revient, je me dis c'est une personne, sa vie est en jeu, et donc j'avais vraiment cette réticence, et plus en fait je vais au bloc maintenant, et plus en fait elle part, et je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui me passionne plus que tout, et le don du corps, je trouve qu'il y a quand même un lien avec la chirurgie, puisque c'est quand même complètement dans le domaine. Professeur Pérez a dit clairement, un bon chirurgien, c'est un chirurgien qui connaît son anatomie. Bien sûr. Donc, c'est bien sûr que c'est lié. Tout à fait. Et donc, je voulais savoir comment est-ce que vous faites, est-ce que vous avez des astuces, est-ce que vous le dites, ou même vous mettez même pas la place à ça, de prendre du recul, de revenir au moment présent. Comment est-ce que vous faites pour passer au-delà de ces émotions-là ? Alors généralement pendant l'exercice, je suis vraiment concentrée sur ce que je fais. C'est-à-dire que je suis tellement concentrée sur reconnaître les structures, ne pas abîmer certaines structures, parce qu'une fois qu'on se rend compte que le nerf, je l'avais coupé sans faire exprès. C'est quand même embêtant. Pendant l'exercice, je suis vraiment je suis vraiment concentrée, je peux faire 4 heures à la suite, je m'en rends compte seulement parce que dehors il fait noir. Donc pendant, ça va. Quand j'amène le sujet dans la salle ou quand je le vois dans la salle, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée. Une fois, je prends un moment, il n'y a pas d'urgence. C'est vrai que j'ai une pensée effectivement pour cette personne. Et puis, j'ai beaucoup de temps aussi pour y penser au moment où je suture.
Donc, puis en rentrant à la maison après, c'est vrai que ça va rester, mais je me dis que c'est bien en fait. Le jour où j'ai plus aucun ressenti, ou le jour où ça ne me touche plus du tout, je pense que faudra que je change de passion. Parce que c'est humain en fait. Cette empathie, effectivement, c'est très humain et c'est ça qui fait notre richesse. Après, bien sûr, il faut, comme avec les patients, il faut mettre quand même une certaine distance, ne pas non plus aller trop loin pour se protéger, mais il ne faut pas non plus complètement cadenasser son cœur à ce genre d'émotion. J'ai ce même ressenti aussi lors des décès. Oui. Quand vous faites un certificat de décès, c'est pas juste à signer sa signature. Vous y allez, vous constatez, vous avez une responsabilité, vous appelez la famille. C'est ça qui... J'ai plus de liens avec la famille lors des certificats, lors des constats de décès que lors des séances de dissection. Pendant le Covid, d'appeler les familles, voilà, c'est de rester, s'il le faut, 1 heure avec la famille pour leur montrer qu'on est là. Ça, pour moi, c'est pas 1 heure de perdu. C'est vraiment... j'ai du mal à dormir quand même après. Mais pour moi, c'est absolument nécessaire. C'est vrai que c'est très intéressant et touchant ce que vous dites actuellement. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de familles en fait, qui ont un lien avec le médecin qui est assez flou et qui n'est pas assez mis en avant. C'est-à-dire que souvent... il y a beaucoup de familles ou beaucoup de retours qui disent « Ah, ce médecin-là, il prend pas le temps de m'écouter. » Lors de décès, c'est encore pire. Il y a des médecins qui l'annoncent d'un point de vue très administratif et on passe à la suite. Tu as été amenée à ce genre de situation ? J'ai été amenée à cette situation, donc je pense que je suis un peu... oui, tu es touchée. Une touchée, et je suis un peu témoin de ça. Oui. C'était mon papa, justement mon papa qui est parti en mars. Et c'était un moment effroyable pour moi, évidemment. Et c'est vrai que ça m'avait même remis en question un petit peu au niveau de la médecine, parce que en fait, j'étais, comme toujours, passionnée par l'anatomie et la chirurgie. Et donc, quand j'allais au bloc juste après, en fait, ça me faisait penser à mon papa, ça me faisait penser à ça. La dissection, c'était un moment dur pour moi, parce que ça me faisait penser à mon papa, et je me disais que, c'est une dimension un peu spéciale et très émouvante pour moi. Mais justement, ce qui me faisait passer outre, c'était de me dire que y a des médecins qui sont qui sont pas du tout comme la médecin en tout cas qui m'avait annoncé cela. C'était très formel, très administratif, et puis on passe à la suite, rendez-vous à l'enterrement, quoi. C'était vraiment horrible un petit peu ce point de vue-là. Donc c'est vrai que ça me touche énormément qu'il y ait des médecins, et je pense que de plus en plus cette génération est sensible, je trouve, qui est très sensible et amenée à ressentir en fait des émotions malgré tout. Et par exemple avec les nouvelles UE aussi, être médecin, ce sont des nouvelles UE qui sortent dans le cadre un cadre pédagogique et surtout humain en fait, empathique, que je trouve génial, parce qu'on a vraiment cet aspect-là qui ressort maintenant du médecin, au-delà de juste la vision patriarcale qu'on parlait il n'y a pas longtemps. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir ça, et du coup votre témoignage me touche énormément, quoi. Après, on a tous des personnalités, c'est très bien. Ces UE, elles sont importantes parce que de ne pas laisser sous-entendu des choses qui doivent être vocalisées. Mais malheureusement, il y a des personnalités. C'est-à-dire que tu pourras enseigner à quelqu'un maximum tout ce qui est empathie, mais s'il n'a pas une appétence, s'il n'y a pas une certaine base, ça va être difficile. C'est difficile, on ne va pas forcer non plus les gens. Bien sûr. Mais de les y sensibiliser, ça c'est extrêmement important. Et je suis désolée que ce soit passé comme ça avec ton papa, mais il y a effectivement, heureusement, une variété de médecins, et tu pourras effectivement mettre en place ce que tu aurais voulu. C'est ça. Donc, tu vois, malheureusement, ça va peut-être t'arriver de devoir annoncer comment j'aurais voulu qu'on annonce. C'est ça. Mais il faudra quand même garder une certaine distance pour te protéger aussi. C'est ça. Donc c'est de trouver cet équilibre entre être suffisamment proche
parce qu'on ne traite pas des patates, des Excel et tout ça. Ce sont des personnes. On a des humains en face de nous, ce sont des personnes. Et comment vous voudriez qu'on traite votre papa, votre maman, votre frère ou sœur et comment vous voudriez qu'on vous traite vous. Et c'est ce que je vous montre aussi en Écosse. Voilà, au cuisine. Il ne faut pas que je vous dise bien les deux. En simu, pour le toucher rectal, mais voilà, il faut expliquer, dire pourquoi, voilà, effectivement, pour ne plus arriver dans cette situation de subir les choses, mais voilà, de mettre en place ce qu'on voudrait pour soi. Bien sûr. Ouais, dédramatiser les choses, parler. C'est vrai que la communication, c'est super important. Et le fait de penser... Je sais que moi, j'ai pu parler à des médecins et chaque fois, le mot qui revient, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est ce patient, je m'en occupe comme j'aimerais qu'on s'occupe de mes parents. Ça revient très souvent. Donc, et pour vraiment favoriser ça, il faut des moyens. C'est triste, hein, mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc si vous êtes dans un service qui est rempli jusque-là, où vous êtes arrivé à 8h30, il est 22h passé, parce qu'il y a le boulot et qu'il n'y a pas assez de monde, c'est quand même plus difficile de faire ça. Vous n'avez pas le temps. Donc vous restez sur vos heures. Voilà, il faut quand même qu'il y ait un terrain propice. La bonne volonté des gens, elle est là. L'âme des gens, heureusement, elle est là aussi. Mais il faut quand même des situations, des moyens pour ça. C'est sûr que si sur votre temps médical, la moitié, c'est de l'administratif, c'est de gérer parce que DXCare ne marche plus. Encore et encore, vous n'êtes pas assez, il n'y a pas eu assez d'internes sur le semestre, donc il y en a un qui est d'astreinte, un qui est de repos de garde. Ça va être difficile de pouvoir se consacrer autant qu'on le souhaiterait. Donc même avec toute la bonne volonté du monde, pour ne pas craquer soi-même, ça peut arriver. Donc c'est des cercles vicieux en fait. Bien sûr, plus on se donne, c'est pour ça. Mais il y a une question, on va faire une transition parfaite. La médecine et votre exercice d'ailleurs, avec comme vous avez dit, des fois vous n'arrivez pas à dormir sur certaines situations, ça peut être extrêmement stressant, ça peut faire cogiter. Comment vous gérez le stress, l'épuisement professionnel? Est-ce que vous avez des techniques, des routines spécifiques pour maintenir un équilibre, des loisirs, des passions? Oui, alors mon année recherche, elle m'a quand même permis d'avoir un temps un peu protégé. C'est sûr, c'est pas les horaires de l'hôpital. Il n'y a pas le stress effectivement de la clinique il faut courir partout, Donc ça m'a permis de remettre en place ce que je prêchais en termes d'activité physique. Donc ça c'est la course à pied, le renforcement musculaire, du cardio, voilà, des choses qui défoulent bien, ça m'aide bien. Et puis j'ai la chance d'avoir un cercle d'amis qui s'est constitué avec les années, donc c'est un tissu social très riche. Donc faire une bonne session karaoké avec les amis, ça permet de recharger un peu les batteries, de se rappeler aussi qu'à la vie il n'y a pas que le boulot. Ça c'est sympa. Donc c'est un bon moyen. Ouais. Et puis au quotidien j'ai mes 2 chats qui m'aident bien aussi à... Des fois je me dis voilà, c'est l'heure de rentrer quand même, il y en a 2 qui attendent, on en a mangé, ça aide quand même à se poser un peu et avoir un rythme aussi. Ouais, c'est ça aussi. Encore, j'ai pas d'enfant, donc ça... les chats, c'est tout comme... oh là là. Non, je pense que les chats, c'est quand même un level au-dessus en termes de facilité. Parce que alors l'enfant, il fait passer nuit, ensuite, après, il faut l'emmener à l'école, après, il y a les cours. Non, ça va. Là, moi, j'ai un rendez-vous veto par an. Ça... Ils prennent pas trop de temps. Non, ça va. Ça, c'est cool. Ok. Moi, j'avais une petite question concernant... alors, c'est vrai que votre pratique, donc vous êtes multicasquette, donc vous êtes un peu partagé entre plein de domaines et de mondes différents. Vous avez donc, par exemple, votre spécialité, qui est donc médecine physique et réadaptation. Et de réadaptation, c'est ça. Est-ce que dans cette spécialité-là, et même dans votre domaine du coup d'anatomiste, dans l'anatomie, est-ce que vous avez remarqué une certaine évolution dans la pratique ou dans l'apprentissage? Est-ce que vous avez remarqué une évolution entre quand vous avez commencé au tout début et maintenant, peut-être avec donc les nouvelles technologies, que ce soit l'intelligence artificielle, la robotique? Est-ce que vous avez l'occasion d'en utiliser déjà ou pas? Est-ce que vous pensez que ça va venir? Voilà.
Quel est un peu votre avis là-dessus? Alors, pour la médecine physique et de réadaptation, pour l'instant, tout ce qui est IA, moi, dans ma pratique, je ne l'ai pas. Okay. Moi, je pense que ça peut être un outil intéressant pour faciliter un peu la vie, pour faire peut-être, imaginons, je lui donne toutes les informations d'anatomie, de physio, tout ça, je lui demande de faire un document éducatif pour un patient, ça pourrait me permettre de gagner du temps. Ce serait plus dans ce type-là. En anatomie, c'est marrant parce que je suis en train de faire un travail de bibliographie sur l'enseignement d'anatomie, parce que je vais faire un DU de pédagogie médicale. Okay. Et donc, j'avais déjà commencé quand on a reçu la table anatomage au laboratoire. Je voulais créer un programme pédagogique. Et en faisant la biblio, il y a forcément un article qui tombe avec l'IA. Donc, voilà. Est-ce que je vais être remplacée un jour par une IA pour l'enseignement de l'anatomie? Je ne l'espère pas. Je ne pense pas. Pour l'instant, en tout cas, non. Ça peut être un outil pour l'étudiant. Donc, c'est un outil qu'il va falloir que j'étudie pour pouvoir potentialiser son effet avec les étudiants. Parce que de toute façon, vous allez le faire. Donc, comme je me renseigne sur des signes de vulgarisation pour la médecine pour les patients, je vais voir en intelligence artificielle qu'est-ce qui peut être fait. Donc, je ne l'exclus pas, mais je pense qu'avant de se lancer là-dedans, il faut que l'étudiant ait vraiment tout bien compris. Parce que c'est comme si je vous lâchais dans Wikipédia et vous disais, la connaissance du monde, elle est là. Allez-y. Ouais, c'est pas aussi facile. Il faut savoir par où commencer, où finir, quel est le trajet, où sont vos bouées. C'est pas facile. Donc, effectivement, c'est comme Visible Body. C'est un super outil. J'ai commencé à l'utiliser l'année dernière sur vos retours. Il y a des fautes. Il y a des erreurs dedans, quand même. À l'anatomage aussi, il y a des erreurs. Mais elles sont en cours d'amélioration. Et puis, l'IA, elle va pas pouvoir transmettre comme en amphithéâtre. Bien sûr. Il y a des choses qui doivent être effectivement, qui doivent évoluer avec le temps, mais si l'anatomie m'avait été enseignée par une intelligence artificielle en première année, je suis pas sûre que j'aurais gardé la foi de continuer pour la suite. Ouais, bien sûr. Il y a une transmission, la médecine c'est aussi vous l'avez dit vous, c'est des modèles, c'est des personnes qui sont là, qui j'ai l'impression d'être à nouveau Edouard Baird dans Astérix. C'est des rencontres, c'est des personnes qui vont dire mais purée, il est trop fort celui-là, j'ai envie de devenir comme. Et puis vous rencontrez une autre personne et une autre personne. Et en fait, vous allez constituer comme ça une espèce de modèle chimérique du médecin que vous voudriez être. Plein de petites parties. Exactement, vous allez coller ensemble à la Frankenstein, le monstre Frankenstein, vous allez le constituer comme ça, mais ça va vous modeler. Vous allez rencontrer un médecin qui va avoir cette bienveillance envers les patients. Vous allez dire, mais il faut absolument que j'acquière ça, que j'arrive à transmettre ça moi aussi. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va avoir une rigueur de travail, qui va faire ses courriers. Vous allez vous rendre compte que vous allez faire vos courriers exactement comme cette personne. Et voilà, au fur et à mesure, vous allez vous constituer votre cahier des charges de quel type de médecin vous voulez être, ou vous pouvez être, parce que encore une fois, il ne faut pas vous formater. Mais au fur et à mesure de votre exercice, au fur et à mesure de votre expérience, voilà. Et ça, l'IA, je ne suis pas sûre que... Voilà, donc c'est un outil. C'est comme un moment... comment dire ? C'est comme à un moment les gens qui étaient un petit peu dubitatifs d'Internet et tout. Bon, après, il y a des outils pour voir si il y a des éléments qui ont été copiés. Tout. Mais voilà, Internet, c'est quand même génial. Bien sûr, On ne va pas interdire Internet. Les gens qui vous disent, oui, c'est que dans les livres. Non, il y a quand même des choses qu'on peut trouver sur Internet en termes de communication, en termes de diffusion. C'est incroyable. Donc voilà, je pense que c'est juste une étape en plus. On est en train de passer une étape supplémentaire. Et puis un jour, il y aura autre chose par-dessus l'IA on aura exactement les mêmes dilemmes. Il faudra aussi... Elle arrive de toute façon. Mais après, voilà, on n'est pas encore tout à fait dans... Voilà, dans les années 60, ils pensaient qu'en 2000, les voitures, elles voleraient. Ça va. Donc, alors, après, si un jour je suis remplacée par une IA, j'espère qu'elle pourra transmettre cette verve. En plus, c'est marrant, tous les moniteurs qui ont candidaté au laboratoire, ils ont tous dit on a un amour de l'anatomie, on a une passion de l'anatomie. Mais cet amour et cette passion, je pense qu'elle leur a été transmise par les cours qu'ils ont eu auparavant. Et après, une feuille ou une explication rapide, ça transmet pas ça. Je pense que en cours, moi en tout cas personnellement, ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand un professeur il va être capable de transmettre des émotions, il va y mettre du sien, il va donner des images, des
des cartes mentales. Et tout ça, en fait, plus il va s'approprier le cours et il va le transmettre, mieux c'est. Je pense qu'une IA à l'heure actuelle, même peut-être avec le long terme, hein, je pense pas que ce côté empathie et ce côté transmettre une émotion, justement, ce qui fait la différence entre une IA et nous, c'est comme avec les animaux, c'est surtout ce côté-là, certains animaux, c'est surtout ce côté-là, transmettre une émotion, avoir vraiment de l'empathie, et sur ce point-là, à l'heure actuelle, ça n'est pas encore. Et ça peut être transposé sur plein d'autres choses. Moi, je me rappelle encore du professeur Assayag, c'est un professeur de cardiologie qui nous a fait tous les cours sur les ECG. Et je pense, monsieur Assayag, c'est lui en train d'imiter PQRS. Ça va rester toujours dans ma tête. Monsieur, je vois monsieur Assayag le faire. Bien sûr. Donc ça va aussi, c'est ça qui va faire que on va le retenir, on va avoir un affect. Et ça va rester pour toujours. Les gros pavés de texte que tu vas engloutir, tu ne vas pas t'en rappeler. Mais si tu te rappelles... par exemple, là, je suis en train de travailler sur la région glutéale. Voilà. Il y a une page comme ça dans le Camina. Bon, c'est insuffisant, mais voilà, c'est déjà une bonne base pour travailler. Le pavé de texte, je ne vais pas m'en rappeler. Mais d'avoir la dissection où... Voilà, plan par plan, on va y aller, il va y avoir... c'est aussi l'exploration, c'est l'expérience. Et ça, l'IA, l'expérience, pour l'instant, elle ne l'a pas. Mais voilà, vraiment cet effet de transmission. Sinon, franchement, je trouve ça un petit peu dommage de passer sa vie à regarder, je sais pas, avec les lunettes de VR et d'être amorphe comme ça, ça me fait vraiment peur, moi. Comme dans Matrix. C'est vrai que... Ouais, mais ça, c'est sur les écrans, tout ça, c'est vrai que il y a des avantages. Passer à côté. Il y a des avantages. Tu peux faciliter certains éléments, mais voilà, il va y avoir un moment en dissection. J'ai vu des étudiants, ils avaient des éclairs de compréhension. C'est ça. Oui, c'est ça. Et une fois qu'il l'a retenu, c'est bon. C'est fini. On pourra. J'aurais beau lui balancer des pièges, des distracteurs dans le cul. Il sera solide dans ses appuis. Non, je l'ai vu. Je l'ai vu. Il était là. Non, c'est vrai que sur ça, l'ancrage profond. Ça va rester. Puis vous allez vous en rappeler. Moi, vous allez forcément avoir des enseignants qui vont vous marquer, qui vont vous soutenir aussi, parce que mine de rien. Moi je me rappelle des sessions de préparation d'examen pour les ECN, ils étaient quand même là aussi pour dire bon allez, je sais qu'on est en décembre, qu'on est vendredi soir, qu'il est 20h, vous avez qu'une envie, c'est de rentrer chez vous, et encore parce que demain le week-end vous allez quand même travailler, mais voilà, dans J-temps, c'est fini. Donc voilà. L'accompagnement, ils ont déjà vécu ça, donc c'est ça. Ils sont passés par là, ils ont différemment. L'examen d'internat il change sans arrêt, les études de médecine du début, historiquement, elles ont complètement changé, elles vont changer. Voilà, il faut suivre le changement. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive, mais voilà, je n'ai pas peur de lire. Moi, j'avais juste une question toujours concernant l'anatomie. C'est vrai que le dessin, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment être un artiste. Et le dessin en tant qu'anatomiste et en tant que... dans la pédagogie, je pense que ça a une place primordiale et centrale. Et je voulais savoir un peu... alors, quand je dis votre avis là-dessus, c'est quel est l'intérêt pour vous de dessiner devant les étudiants et en quoi, pour vous, ça ne partira jamais, ce côté de dessin? Le dessin, il y a la construction. C'est-à-dire que si je vous présentais le dessin uniquement un schéma, je vous dis ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça, c'est peu porteur d'informations finalement. Alors que quand on planche, on va vraiment avoir ce travail de construction, on va présenter les structures les unes après les autres, et pendant qu'on dessine, on va pas dire voilà, je fais un trait comme ça. Non, on va présenter la structure, donc on va apporter des informations pendant qu'on dessine. On ne doit pas faire un dessin commenté, on doit apporter des informations pendant qu'on dessine. Et ça, je pense que c'est important pour l'étudiant de vraiment participer à la construction du dessin. Parce que sinon, on vous distribuerait des polycopiés, ça serait réglé en fait. Mais si tu te rappelles, quand tu as fait ton dessin, que effectivement la veine cave inférieure, tu l'as mis sur le bord latéral droit du corps vertébral,
et qu'elle va dévier, elle va s'en détacher un petit peu, tu vas t'en rappeler. Bien sûr, on va pas être à gauche dans ta c'est ça, on va vouloir te faire des pièges, mais ce sera là parce que tu l'auras dessiné. Tout comme en examen d'anatomie, c'était marrant, c'était sur l'appareil locomoteur, c'était sur le membre supérieur. Et dans l'amphi, à un moment, tout le monde était là. Alors il regardait. Comme ça. Moi, je faisais ça. Ça fait ça. Dans les examens, là, mon air, il fait quoi, voilà. Et puis alors, il passe comme ça. Mais voilà. Mais ça va venir. C'est comme. Donc voilà, il y a cet aspect de le dessiner. Moi, je me rends bien compte. Quand je fais mon dessin en planche, si jamais je me suis trompée en termes de proportion, je vais le voir tout de suite. Je vais dire, il y a un truc que j'ai oublié. Il y a un truc que je l'ai zappé. C'est pas normal. Ça ne passe pas par là. Donc voilà, cette espèce de cartographie. Bien sûr. Pour moi, ça c'est indispensable. Après, voilà, le schéma synthétique à la fin. Oui, et puis ça... Voilà, la construction, pour moi, il y a vraiment ce travail-là. Après, voilà, il faut aussi que ce soit adapté. Parce que moi, si je vais trop vite, si je fais un dessin tchac-tchac, et que vous n'avez même pas le temps de le faire en même temps, ça perd aussi ton... Donc c'est aussi ça, de trouver cet équilibre. Il y a des dessins où je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire pendant ce temps-là pour qu'ils aient le temps de dessiner en même temps que moi. Et puis, il faut s'adapter aussi... au public auquel on s'adresse. Et donc là, c'est bon, je sais plus, j'ai répondu. Voilà, mais pour moi, c'est ça. Et puis aussi, c'est l'aspect ludique, la craie, ça permet, voilà, on peut le travailler. Et puis moi, des fois, je fais dessiner les étudiants. Quand on fait l'anatomie de surface, des fois, je demande aux étudiants de dessiner pour qu'ils se rendent compte, en fait, parce que quand on est mis en situation, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et on s'en rappelle en consultation, moi, je dessine énormément pour montrer aux patients les muscles qui vont travailler. Voilà, j'ai vu les chirurgiens le faire aussi. D'ailleurs, je crois que vous apprenez qu'il faut garder les preuves comme quoi vous avez fait les dessins, tout ça, parce que ça montre que vous avez expliqué à votre patient. Donc, voilà, il y a une partie dessin quand même dans la pratique clinique. Donc, c'est quand même bien de pouvoir le faire correctement. Oui. Donc les étudiants qui viennent en anatomie, sans papier, sans crayon, sans rien du tout, ils perdent quand même... c'est dommage, voilà. Dans quelles études vous venez pour dessiner et colorier des trucs? C'est vrai que c'est beau. Donc profitez. On est en art. Donc, je suis payée à dessiner, à la créer, de couleurs, j'utilise du violet, du rouge, du bleu, ce que je veux. Non, il faut respecter une certaine règle. Il y a un code couleur, mais c'est quand même... moi, je trouve que je fais un des plus beaux métiers. C'est créatif, mais il faut que ce soit juste. Il faut que ce soit beau, c'est beau, mais à condition que ce soit juste. Bien sûr, c'est vrai. Moi, j'aimerais bien revenir sur le côté MPR. Ouais. Je sais que la MPR, c'est quand même important. Ça va être surtout sur les réhabilitations, réapprendre aux gens et aussi les accompagner quand ils ont eu des traumatismes ou même d'autres pour les gens qui ne connaîtraient pas très bien. Donc, est-ce que vous pourrez faire une rapide présentation, même si je sais que c'est presque impossible de faire un résumé en 2-3 phrases d'une spécialité, mais un résumé Qu'est-ce sur que c'est la MPR ? Voilà, les patients que vous accueillez globalement, ce que vous leur faites, l'accompagnement que vous leur proposez. Alors déjà, viens en consultation, je te montrerai sans aucun problème. Alors la MPR, c'est extrêmement varié. Déjà sur Nancy, on a cette richesse, et aussi pour ça que je suis venue à Nancy, c'est pour la richesse de patientèle que l'on a à Nancy. Rien que sur Nancy, on a 3 centres référents de rééducation pour les internes. Donc vous avez le centre de Flavigny, c'est là que j'ai fait mon tout premier stage d'interne, c'est de la MPR pédiatrique. Donc vous avez les suivis de scoliose, les post-opératoires d'enfants, parce que mine de rien, il faut quand même les rééduquer. Il y a des IMC, donc des infirmités motrices cérébrales, donc, qui peuvent être extrêmement variés en termes de présentation. Donc entre ceux qui marchent normalement, ceux qui sont en rollateur inversé. Voilà, donc c'est extrêmement varié. On a le centre de l'Est-Saint-Christophe, qui est plutôt MPR neurologique, donc des paraplégies, des tétraplégies. On avait notamment 2 syndromes vous savez, le syndrome du scaphandre, le scaphandre et le papillon.
Et en fait, ils peuvent communiquer qu'avec les yeux. Donc, on avait 2 dans le service à un moment. Donc, des postes AVC, beaucoup. Donc les accompagner pour le retour à domicile, pour éventuellement reprendre la conduite, pour éventuellement retourner travailler. Donc, c'est extrêmement varié. Et on a le centre de Louis-Pierre Quin qui est plus axé traumato, mais pas que. Donc là, c'est là qu'on aura les patients amputés. Les patients qu'il faut appareiller éventuellement. Donc si c'est du membre inférieur, on appareille le plus possible. Membre supérieur, il y a moins d'urgence à appareiller, mais c'est un centre expert parce que c'est pas partout qu'on peut faire des prothèses du membre supérieur. Vous avez là la rééducation de la main. Donc tous les patients, heureusement pas tous doivent passer par là, mais beaucoup de patients qui sont opérés à Émile Gallet, si vous avez une atteinte tendineuse par exemple, il va falloir réapprendre, mais selon un protocole très précis, parce qu'il ne faut pas non plus faire sauter les sutures. Donc tout ça, c'est un domaine d'expertise important. Et puis, il y a l'aspect lombalgie chronique, retour au travail. Voilà. Donc, l'offre de MPR, elle est hyper variée. Donc, si vous voulez faire une spécialité où vous avez la liberté de votre pratique, mais bienvenue. Donc, vraiment, on a cette richesse à Nancy de pouvoir faire notre pratique ce que l'on veut. Et moi, je fais rien de tout ça. C'est ça qui est fou. Je ne fais pas d'appareillage, je ne fais pas. Je vais donner des avis, mais c'est pas mon corps, c'est pas la majorité de mon activité. Je ne fais pas de post AVC, je ne fais rien de tout ça. Je fais pour l'instant de la névralgie pudendale. Donc c'est quand le nerf pudendal se retrouve coincé au niveau de son passage dans le canal entre le muscle piriforme et le muscle obturateur interne. Vous allez les rebosser après. Donc ça, c'est ce que je fais à Brabois. Et à Centrale, je fais du syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial. Et alors que jusqu'à ce qu'on me donne ce sujet de thèse, moi, j'y connaissais rien du tout. Vous avez appris. Voilà, donc j'ai appris, je me suis informée, j'ai consulté, j'ai disséqué aussi pour me familiariser. Donc, et puis voilà, on rajoute encore des cordes à son arc au fur et à mesure. Donc, c'est pas une spé qui est fixe et qui fait une chose. Je pense extrêmement riche. Donc en plus, c'est riche d'examens complémentaires. On peut faire, moi j'ai fait un DU d'échographie. Il y a le DU d'électromyographie qui est hyper intéressant aussi. On fait la toxine botulinique, donc ça aussi c'est très important de connaître son anatomie. À Saint-Christophe, il y a des remplissages de pompes de baclofène. Vous avez aussi les bilans urodynamiques. Donc ça aussi pour l'aspect neuro-uro. C'est hyper riche la MPR. Il y a une collaboration interdisciplinaire importante. Ah oui. Et donc j'ai une question sur ça. On travaille avec moult spécialités et moult thérapeutes, moult paramédicaux. Donc vous avez, il y a cette figure de style, la MPR, c'est un peu le chef d'orchestre. Parmi les kinés, les ergothérapeutes, les neuropsychos, vous avez une multitude. À travailler avec tout le monde. C'est ça. Se dispatcher un peu les tâches. Et puis coordonner un petit peu tout ça. Aussi, voilà, et de garder, d'être un peu l'orientateur aussi. Donc voilà. Très enrichissant. De façon très synthétique. Ce qu'on fait en MPR. C'est vrai qu'il y a une richesse. Super résumé. Je pense que 80% des gens. Moi je connaissais pas du tout. Moi je connais, mais un peu. Voilà, je connaissais pas tout ce côté-là. Donc c'est magnifique. J'ai une question sur le côté collaboration interdisciplinaire. Comment voyez-vous l'importance de la collaboration entre différentes disciplines médicales et ou non médicales? Et aussi, est-ce que vous avez un exemple en particulier qui vous a marqué, où une collaboration interdisciplinaire a vraiment fait une différence dans le soin d'un patient? Alors, oui, en termes d'interdisciplinarité, rien qu'avec le syndrome du défilé, je travaille avec les chirurgiens vasculaires, les radiologues, le médecin vasculaire, donc c'est pas possible de faire tout seul dans son coin. Bien sûr. Par exemple, pour l'aspect posture dans la névralgie pudendale et dans le syndrome du défilé, je suis amenée à orienter mes patients auprès de podologues, auprès d'orthoptistes, de kinés, donc c'est hyper, et de kiné périnéo, donc bien sûr que c'est interdisciplinaire, c'est ça qui est chouette. Moi, la raison pour laquelle rester au CHU, c'est pour moi mon objectif, c'est de pouvoir avoir cette multidisciplinarité et de ne pas travailler toute seule dans mon coin. J'ai plein de copains, j'étais référente des internes de médecine, donc je l'ai fait pour pouvoir justement rencontrer pas mal de monde, ne pas rester faire mon internat toute seule dans mon coin, et donc de pouvoir rencontrer des internes qui sont devenus chefs depuis,
de différentes spécialités, c'est ça qui nous a pendant le Covid, c'est ça qui nous a permis de tenir le coup. C'est le fait de pouvoir se connaître, on va constituer la ligne de garde, c'est rempli. On doit faire les équipes de décubitus ventral avec M. Julien, c'est fait. Donc ça c'est hyper important. Et pour moi, l'expérience la plus marquante, ça a été ça, le Covid. Où en fait, on a eu un travail d'équipe avec la direction des affaires médicales. Tous les jours, on faisait un point. Et ça m'a permis de tenir le coup. S'il n'y avait pas eu les référents des internes, qui récupérait toutes les procus de tous les internes pour faire les répartitions, parce qu'on ne pouvait pas faire des amphis. Vous imaginez, l'amphi est plein, et là, on aurait covidisé tous les internes. Et bien voilà, j'ai jamais eu de problème avec les référents. Ils ont toujours répondu présent. Ils étaient là, ils ont fait un travail super, et c'est devenu des collègues super. Et vraiment, ça, c'est ça, pour moi, l'élément le plus marquant. C'est pas forcément une prise en charge, mais c'est ce travail d'équipe, tous ensemble. Durant le Covid. Voilà. Et après, de maintenir. Alors que c'est pas toujours facile d'aller vers les autres. Vraiment, en tout cas, pour moi, c'est pareil. Mais voilà, de les avoir avec moi, ça a été... quand on est autour d'une table, pendant les répartitions des stages, des internes, qu'on doit justifier de tel ou tel poste auprès de l'ARS, d'avoir les copains avec, ça permet de donner du sens. On n'est pas des lignes sur un Excel, ce sont les collègues, les futurs collègues, mais voilà. C'est important, c'est vrai. Non, c'est vrai, je suis d'accord. C'est ça aussi qui est beau en médecine, c'est qu'on peut travailler avec plein de corps de métier. On n'est pas fixe, tout seul. Et c'est vrai que c'est quelque chose de super important, d'essayer d'apprendre de tout le monde, d'écouter tout le monde et d'échanger, d'apprendre des petites choses d'un tel ou d'un tel. Et c'est vrai qu'en médecine, sur ça, il n'y a pas photo. Franchement, tout à fait. Très beau métier sur ça. Je ne sais pas si tu avais encore une question là-dessus ou pas. Moi, personnellement, j'avais une petite dernière question avant de terminer cette partie un peu discussion, etc. La prochaine partie sera un petit peu plus axée sur des anecdotes, quelque chose de plus rapide, de plus spontané. Petite dernière question, je reviens un peu sur l'anatomie encore une fois. Ah oui, il n'y a pas de problème. Je me permets de revenir un petit peu sur l'éthique. On était en train d'aborder déjà un petit peu sur le don du corps. Donc ça, on l'a abordé. Moi, j'aimerais juste aborder un point de vue un peu plus au niveau des dilemmes. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des dilemmes moraux, éthiques? Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous vient à l'esprit, que ce soit pour le coup, soit en anatomie dans le don du corps, soit dans la MPR? Est-ce que vous avez eu un dilemme de ce genre? Comment vous l'avez surmonté, etc. Un dilemme éthique. Pour le don du corps, pour l'instant, je n'ai pas été confrontée à ce genre de situation parce que justement, on a une politique vraiment bien cadrée à Nancy. Après, en MPR, en termes d'éthique, non, franchement, là comme ça... Moi, j'aurais une question peut-être qui est plus sur le pratico-pratique du don du corps, que je ne connais pas. C'est vrai que je ne me suis pas renseigné et qui d'un coup m'est venu en tête. Est-ce qu'il y a des délais sur l'utilisation du corps? Est-ce qu'à partir d'un certain temps après post-mortem, on ne peut plus l'utiliser? Est-ce qu'on a des nombres d'utilisation? Par exemple, je sais pas, on n'a pas le droit d'utiliser plus de 3 fois ce corps. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, des règles? Alors, là, comme ça, ma connaissance, non, ça va être beaucoup du bon sens quand même. C'est-à-dire que si le sujet n'est pas propice à l'enseignement, s'il n'est pas dans un assez bon état, on ne va pas y toucher. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. Là, sur le plan éthique, il y a vraiment aucun doute. Tu ne vas pas, pour rien, ce sera de la mutilation. Après, au nombre de fois, ma foi, ça dépend de l'état, exactement. Il y a des sujets qui vont très bien résister aux changements de température, etc. Parce que c'est surtout ça, tu luttes contre le temps et les changements de température. Mais, et t'en as où tu peux faire la même session. Non, vraiment, c'est du bon sens. C'est corps dépendant et c'est du bon sens. Oui.
Que je sache. Après, il faudra que je revoie un petit peu plus ça, mais non, j'ai pas d'éléments comme quoi... des règles... Non. Mais tout ce qui va être vraiment réglementé, ça va être tout ce qui se passe avant. D'accord. Et tout ce qui se passe après. Bien sûr. Ok. Mais j'avais justement une question sur le après. Du coup, une fois avoir utilisé et fait la dissection, qu'est-ce qui se passe après? Il y a la possibilité de restituer le corps aux familles, si c'était déjà préalablement anticipé. Et sinon, il y a, en fait, dans les deux cas, il y a crémation. Et soit c'est restitué à la famille, soit ça peut être dispersé à la stèle du souvenir qu'il y a au cimetière. Et on peut prévenir notamment les familles au moment où ça arrive. D'accord. Ok, ça marche. Parfait. Voilà. Merci beaucoup encore, Dr Assaba, pour ces belles réponses. Donc on va faire une petite pause de notre côté et on passe à la suite avec les anecdotes. Donc notre petite session podcast, on va partir sur les anecdotes maintenant. On a fait une petite pause pour nous, mais pour vous, c'est juste un simple cut, donc en soi, c'est plutôt rapide. Alors, on va partir un peu sur les anecdotes, les expériences marquantes donc, du docteur Assaba. Donc, quelle est votre meilleure année en tant qu'étudiante en médecine et la pire? Alors, la pire, la première année, la première année, avec ce rythme militaire, l'échec cuisant, vraiment cette frustration. Je me rappelle de mon classement, j'étais 194e. Voilà, je me rappelle je me rappelle même pas de mon classement ECN, mais ce chiffre-là, je me rappelle bien. 174, c'est bien. Avec le temps, on oublie des trucs, c'est bien. Ça laisse la place pour le reste. La meilleure, c'était 2e, 3e année, parce qu'en fait, vous allez en cours, vous découvrez les stages de sémio, vous avez encore des cours d'anatomie, on avait des séances de dissection. Voilà, c'est vraiment... Et vous n'êtes pas encore dans... Il faut passer le CN bientôt. Les choses sérieuses commençaient à partir de la 4e année. Donc voilà, c'était vraiment aller en cours, passer ses examens, vivre sa vie, voilà. C'était mes deux meilleures années. De l'externat. Après, pendant l'internat, c'était... je les ai bien vécues, mis à part celle du Covid, celle-là, c'était la pire. Voilà, mais... L'internat aussi. L'internat s'est bien passé, oui, franchement. J'étais contente. Le premier semestre s'est bien passé. J'avais une co-interne super. On arrive à Nancy en mois de novembre, donc et j'étais à l'internat. Mais l'internat avait une super bonne ambiance. J'aime beaucoup la vie de Nancy, c'est à taille humaine. Enfin, vraiment, j'avais beaucoup aimé mon arrivée à Nancy, finalement, rétrospectivement. Trop bien. Pareil, j'aimerais bien rebondir sur ça. Donc, comme on a dit hors caméra, moi, je viens du sud de la France. C'est vrai que j'ai eu un gros temps même d'adaptation sur ma première année, avec le climat, d'autres manières aussi de faire. Enfin, on est toujours en France, donc c'est pas non plus comme si on allait à l'étranger, mais il y a toujours cette partie de on est loin de nos proches et on doit apprendre, s'adapter à un nouveau environnement. Et donc, est-ce que vous avez eu une période comme ça d'adaptation, le temps aussi, je ne sais pas s'il se ressemble un peu, bon à Paris il pleut beaucoup, mais si voilà, vous avez eu quand même pareil un petit... il pleut différemment à Nancy. Alors après, pour les températures froides, moi je viens du Canada, donc j'ai connu des moins 40, donc ça va. Donc, ici ça va. Il avait neigé la première année où je suis arrivée à Nancy, j'étais trop heureuse parce que sur Paris, mis à part quand j'étais en première année, il n'avait pas vraiment neigé, donc j'étais super contente. La pluie est différente ici quand même. On va pas faire un podcast météo, mais c'est quand même... Et puis à Nancy, ce qui est bien, c'est que quand il fait froid, tu peux avoir un ciel bleu et avec la neige, donc moi c'est exactement ce qu'il faut. Donc vraiment pas de souci de ce côté-là. Mais oui, il a fallu quand même un temps d'adaptation parce que tu arrives, ta famille est à 400 km de là, tu ne connais personne, c'est compliqué, tu deviens interne... Non, je suis arrivée la veille. Tu commences la veille pour le lendemain. Donc, tu découvres une chambre qui n'est pas la tienne. Tu vas arriver dans un stage. Tu vas devenir interne. Donc, moi, j'avais été FFI en hépatologie pendant 4 mois. Donc, ça va. Les fonctions d'interne, je les avais bien... Mais voilà, il y a quand même un stress. On va changer d'environnement. Je ne connaissais pas du tout l'endroit. Je ne connaissais pas Nancy. Je suis arrivée, il faisait nuit. Il avait fait froid tout de suite. Voilà. Donc, il a quand même fallu un temps d'adaptation. Mais... On y passe. Ouais. Après, voilà, il faut changer
tous les 6 mois de stage. Ça, Pas mal de changements de logement aussi, ça c'est un peu embêtant à un moment. Mais je pense que je me suis bien intégrée. Ah oui, c'est une expérience, c'est sûr. Ok, ça marche. Merci pour cette petite parenthèse. Là, c'est une autre question plus anecdote. Oui. Diagnostic le plus simple que vous ayez posé? Le plus simple? Pas de diagnostic simple. Ouais. C'est simple parce que tu t'es entraîné à le faire. Okay. Mais c'est pas une devinette, c'est pas un truc que tu as... Okay. Voilà. Ok. Et à contrario, du coup, le diagnostic le plus dur que vous avez dû faire? Il y en a pas. En termes de situation, c'est quand même... Alors en MPR, on n'a pas trop... On a une part diagnostic, mais les situations les plus difficiles, c'est pas nous qui avons fait le diagnostic, c'est quand ils arrivent chez nous pour faire la rééducation. Donc c'est sûr que les situations d'amputation dans le cadre onco, c'est une situation difficile, mais c'est pas moi qui ai fait le diagnostic, c'est pas moi qui ai opéré, mais l'accompagnement de la patiente en particulier à laquelle je pense, ça c'est... Il y a des hauts, il y a des bas. Et... Après, il y a les situations de para. Enfin, vraiment, en MPR, on a souvent le diagnostic qui est déjà fait. Après, en consultation, j'ai des diagnostics, mais je ne dirais pas qu'ils sont difficiles. Ce n'est pas difficile dans le sens émotionnel. C'est bon, est-ce que c'est un syndrome du défilé? Ça n'en est pas. Mais finalement, c'est mon boulot, entre guillemets. Donc, voilà. Et est-ce que vous avez déjà eu, c'est pas une question anecdote, mais est-ce que vous avez déjà fait face à une errance diagnostique? Ça, dans le syndrome du défilé, il y en a beaucoup. Ouais. Et dans la névralgie pudendale, beaucoup. Je ne vais pas me lancer dans tout ça, mais c'est souvent des patients, pour la névralgie pudendale, par exemple, c'est des patients qui ont déjà consulté des gynécologues, des urologues, des gastro-entérologues, des psychiatres, et qui n'ont pas eu de diagnostic de fait. Donc quand ils arrivent, il ou elle arrive et qu'on fait l'examen clinique, qu'on fait l'histoire de la maladie, et qu'on peut enfin mettre un nom sur ce que c'est et lancer la prise en charge, ça change tout pour les patients. Vous avez quand même ce rôle de finalité, en fait, de point final pour ces personnes-là. De point final, pas vraiment, parce qu'en fait, on leur dit c'est le début maintenant d'autre chose. Voilà. Il va falloir maintenant intégrer le changement du mode de vie, faire de la kiné, mais c'est qui tout double. Il y en a qui auraient voulu une solution chirurgicale immédiate et d'autres qui sont soulagés de pouvoir enfin avoir un nom et pouvoir se lancer dans la rééducation. Et donc, oui, il y a un accompagnement important du patient sur cet aspect-là et ça s'apprend avec le temps. Ok, ça marche. Même si je ferais bien un module de psychologie ou quelque chose, ça dès les premiers semestres. C'est quelque chose pour lequel j'étais demandeuse. D'avoir un module de psychologie, quelque chose, parce qu'on nous enseigne comment surveiller une cicatrisation, on nous enseigne comment faire de l'appareillage, etc. Mais comment accompagner le patient qui vient de se faire amputer sur le plan moral, j'ai pas forcément les clés, j'ai pas forcément... est-ce que ce que je vais dire est-ce qu'il va s'en rappeler il ou elle va s'en rappeler toute sa vie de ce que j'ai dit? Des choses qui pour moi sont anecdotiques peut-être, mais qui pour eux vont avoir une importance majeure. Donc le poids des mots, c'est très important. Donc... voilà, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Quoi faire dans les situations plus difficiles? Ça, c'est pas forcément appris. Et oui, si un jour il faut un module de psychologie parmi les internes, je le fais, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Moi, j'en aurais une autre question du style anecdote. Oui. Votre pire gaffe alors, je ne vais pas vous donner de quoi me lancer dessus. Une marrante. Une marrante. Comme vous voulez. Alors, gaffe, la première à laquelle je pense, c'est pas moi qui l'ai faite, mais c'est moi qui l'ai constatée, donc je vais peut-être pas non plus me lancer des fleurs. Une gaffe marrante. Oui, alors, c'est au bloc, c'est pas moi qui ai fait la gaffe. Mais vous savez, au bloc opératoire, on doit absolument compter les compresses pour s'assurer qu'il n'y en a aucune qui reste dans le patient. Donc, l'infirmière de bloc compte les compresses, il en manque une. On passe 1 heure, on revérifie, on compte. Oui, le chir qui dit... mais c'est toi qui t'es trompée. Elle lui dit non, je ne me suis pas trompée, il manque une compresse. Donc on ne sort pas tant qu'il n'y a pas la compresse qui est retrouvée. Donc quand l'esprit commence à s'échauffer, on ne peut pas fermer tant que la fameuse compresse n'est pas trouvée.
on ne peut pas non plus laisser passer endormi ad vitam aeternam, parce que tu rallonges le temps d'anesthésie, ça rajoute le risque de complications. Donc, à un moment, il faut la trouver, cette fameuse compresse. Et moi, en tant qu'externe, je suis là, j'espère juste qu'elle n'est pas quelque part sous mes surchaussures, tout ça. Elle n'était pas sous mes surchaussures. En fait, elle était sous la selle, le siège du chirurgien. Ah oui, donc c'est compliqué à lui dire aussi, j'imagine. C'était surtout que quand il s'est levé, et après, je fais... Ouais. On sait pas trop comment lui dire. Elle est là. On va pouvoir sortir maintenant. Donc voilà. Okay. Donc il n'y a pas eu de conséquences pour le patient, mais voilà, c'est compter les compresses, hyper important. C'est vrai. Une petite question, si on revient un peu sur la médecine en général. Si vous n'aviez pas fait médecine, quel métier aurez-vous fait ? J'aurais bien aimé être bibliothécaire, comme je vous l'ai dit. Moi, je voulais être bibliothécaire à la base. Après, si maintenant je devais changer, j'ai toujours aimé la mode aussi, donc peut-être que je me lancerai là-dedans. On dessine, il y a de la couleur, ça me botte bien. Donc après, est-ce que je pourrais en vivre ? Je ne sais pas. Ça reste dans l'art, c'est vrai. Bah oui. Design, c'est vrai. Alors, il y a des créateurs qui font en plus des robes avec des détails anatomiques magnifiques. Oui, donc je pourrais faire ça. Je te montrerai des très belles créations. Donc j'avais toujours aimé Alexander McQueen, parce qu'il avait toujours eu des détails anatomiques dans certaines de ses créations. Et puis Vivienne Westwood aussi, avec ses fameuses boucles d'oreilles de squelette, elles sont magnifiques. Voilà, j'aimais beaucoup son style. Voilà. Ok, ça va. Et moi, du coup, c'est plus niveau médecine. Si vous n'aviez pas fait votre spécialité actuelle, laquelle aurez-vous faite ? Si je peux choisir n'importe quelle spécialité, j'aurais fait chirurgie orthopédique. C'est ce que je voulais faire au début. J'aime bien aussi. J'ai pas eu le classement, donc j'ai rebondi sur mes pattes avec la MPRN anatomie. Mais oui, la chirurgie ortho, c'était fun. C'est quoi qui vous intéresse ? L'aspect mécanique, en fait. L'aspect mécanique, les outils, et puis la satisfaction de... Tu as tout de suite l'immédiat. La radio avant, après. Voilà, tu as cette immédiateté. Et puis, quand tu te penches sur la chirurgie de la main, c'est magnifique. Il y a une réflexion, il y a une connaissance de l'anatomie qui est indispensable. Donc, Marc Soubéran, il est chirurgien de la main. Lionel Atlani, là, au centre chirurgical Émile Gallet, vous discutez avec lui de l'anatomie de la main, mais il la connaît par cœur. C'est superbe. Donc, voilà. Parce qu'il y a un gros côté anatomie dans la chirurgie orthopédique, donc c'est pour ça que aussi... Alors, dans la chirurgie orthopédique en général, de toute façon, il y a de l'anatomie dans toutes les chirurgies. Mais dans la chirurgie de la main, c'est vraiment les connexions, le plexus... Tu te rappelles du plexus brachial ou pas ? Bien sûr. Tu te rappelles ? Ça va, maintenant, c'était la première ça se révise. Mais tu vois, mais quand tu le maîtrises, c'est quand même... Et puis quand tu le dissèques, c'est magnifique. Bien sûr. Donc, il y a plein de choses. Ok. Voilà, et puis sinon, j'ai toujours aimé l'histoire de la médecine aussi, donc tout ce qui est médecine légale, tu vois, un peu sur le modèle de Ducky dans NCIS, ça j'aimais bien. Il y avait toujours des petites anecdotes comme ça sur l'histoire de la médecine, sur l'histoire, tout ça, donc voilà. Ok, ça marche. Okay. Top. Alors maintenant, on sort un petit peu du médical. D'accord. Quel est votre talent caché ? Caché, plus si caché que ça maintenant. J'aime beaucoup le karaoké. Il y a certaines chansons, je pense que je maîtrise bien, je pense. Donc, je dirais le karaoké pour ceux qui font des sessions avec moi. Ok, ça marche. Si vous faites karaoké, je sais pas, un gala de médecine et tout. On vous invite. Oui, j'espère bien. Il y aura du monde. J'ai une playlist, il n'y a pas de problème, je vous l'envoie. Génial. Ça marche. Moi, je vais vous poser une autre question. Du coup, la situation la plus gênante que vous avez pu vivre, que ce soit à l'hôpital ou même dans le cadre de la médecine. Dans le cadre de la médecine, où je suis gênée. La pire honte, la situation la plus gênante. La première chose qui me vient, c'est un peu les situations un peu d'humiliation, c'est-à-dire que où justement un chef ou une interne, j'ai une interne en particulier en tête, qui a décidé un peu de te culpabiliser sur une maladresse ou une erreur, parce qu'on a le droit de faire des erreurs,
Voilà, où là je me dis purée, mais au début tu vas dans son sens, tu vas purée, je suis trop nulle, j'ai pas faxé la demande d'IRM, ou alors parce qu'en fait non, ça arrive c'est pas voilà, mais de gêne non. Bah après il y a toutes les fois un peu où c'est un peu rigolo, c'est pas forcément de la gêne, où ils inversent mon nom et mon prénom. J'ai une petite collection d'erreurs de comment mon nom est orthographié. Voilà, c'est toujours un peu gênant de dire au fait, je m'appelle comme ça. Merci. Enfin, voilà, c'est plus gênant. Je pense que c'est plus gênant pour les autres que pour moi. Mais ouais, au bout d'un moment, c'est un peu, ça va, j'en rigole maintenant. Au début, ça me frustrait un peu, mais là, ah bah tiens, je l'avais pas celle-là. Tiens, collection. Voilà. Donc j'essaie d'en faire quelque chose de positif. Mais c'est pas une raison pour mal orthographier mon nom. Et puis votre plus grande fierté. Alors. En médecine, pas en médecine. On peut faire les deux, en médecine et d'un point de vue plus général, sans rentrer dans les détails perso. En médecine / enseignement, ben, je pense que c'était la dissection de l'année dernière, vraiment, où j'étais fière, quoi. J'étais contente, j'étais là. C'est parce que mine de rien, parce que vous n'étiez pas là, c'était que l'année d'avant, le professeur Pérez avait dit l'année prochaine, c'est Dr Asaba qui va faire la dissection. D'accord, ok. J'accepte la mission, let's go. Donc je me suis entraînée, tout ça, mais il y a quand même un stress de la performance, me dire j'espère que ça va bien se passer, que je vais pas raconter n'importe quoi. C'est votre en live. Oui. J'avais été aide avec du professeur Pérez, c'était elle qui avait mené la danse, donc elle a son... En plus, elle est chirurgienne, elle est chirurgienne, donc c'est son domaine. Oui. Donc c'est... Mais j'étais là, je vais devoir faire au moins aussi... Enfin, je vais devoir... C'est pas mon terrain, quoi. Et puis, devant tout le monde, il y a une part d'impro. Donc, j'étais contente d'avoir réussi l'exercice parce que voilà, le retour des étudiants était positif et ça m'a donné envie de continuer pour la suite. Donc, en médecine, oui, je pense que... Je suis même plus fière que j'étais plus contente de sortir de cette dissection-là qu'après ma thèse. Donc vraiment, on a eu de la chance, la thèse c'est un exercice, voilà, c'est un exercice obligatoire, tout ça, il y a un moment un peu solennel, mais je me suis dit, voilà, je suis là pour ça. Ça m'a donné envie de continuer, voilà, quand on passe des heures à disséquer tout seul, c'est fun pour soi, mais de pouvoir le transmettre aux étudiants, c'est super. Okay. Et puis, fierté hors médecine... je sais pas que j'ai pas de moment de fierté, mais le plus important... Ou l'un des plus importants. Oui. Si ça vous arrange. C'est une bonne question. Mais c'est dur en vrai. C'est pas facile. Mais c'est quoi toi ton moment de fierté le plus important? Je sais même pas. Moi, j'ai envie de dire un truc avec le piano. Ouais. Parce que je suis prof de piano maintenant et j'ai passé mon dernier examen. J'ai fait une année de césure pour ça. D'accord. Et donc, du coup, j'ai terminé à tous les points, 60 sur 60. Je l'ai fait au Luxembourg. Et c'était quelque chose, quoi. Parce qu'on n'était que 2 à le passer. C'est un concours. C'est un peu, pas élitiste, mais c'est-à-dire que c'est vraiment passer le dernier qu'on passe. Et je me rappelle avoir été très, très fière de ça. Parce que maintenant, ça m'offre des débouchés que j'aurais jamais pu penser. Faire vraiment... quelque chose de pluridisciplinaire dans tout, c'est vraiment ça que j'adore, quoi. Donc je pense que c'est ça, et mes parents. Oui, moi, ça m'a fait un truc aussi avec les parents. Les parents, c'est tout pour moi. Oui, quand je pensais aussi, je pensais à mon père, mine de rien, c'est quand tu as une conversation d'adulte avec un de tes parents. Notamment avec mon père, parce que mon père est très pratico-pratique, d'avoir une conversation comme ça, pas avec la figure paternelle, mais vraiment mon père, c'est vrai que ça fait quelque chose. Oui, c'est ça. Et puis le fait de se voir grandir aussi, je pense, de voir qui on était moi, avant oui. Et qui on est maintenant. Enfin, je trouve que c'est aussi une grande fierté qu'on peut avoir. Après, mon père, il me dit tout le temps, voilà, je serai toujours sa petite fille, mais voilà, il y a quand même considération d'adulte. Mais oui, il y a une certaine évolution. Bien sûr. Moi, j'ai une autre anecdote du coup. Oui. Le plus beau moment en tant que médecin physique et de réadaptation. Ou d'anatomiste. Ou d'anatomiste d'ailleurs. Alors c'est intéressant en quoi c'est différent du moment de fierté, mais le plus beau moment mes plus beaux moments de MPR, mine de rien, c'était à Flavigny, c'était chez les enfants.
J'ai passé des très bons moments avec des patients, et même certains qui n'étaient pas mes patients. Mais de passer du temps, de rester après la journée pour vraiment avoir un moment humain avec eux. J'ai joué à Just Dance avec eux, j'ai regardé Shrek avec eux. Voilà, c'est des moments super sympas. J'ai joué à Barbie, enfin vraiment des moments où c'est plus des patients, c'est des enfants, c'est des ados. De regarder, ça n'existe plus maintenant, mais les reines du shopping et avec les ados, et donc de pouvoir mettre des notes. On mettait pas les notes, mais on critiquait beaucoup. Mais voilà, c'est des moments et puis surtout que à ce moment-là j'étais seule, donc c'était des moments humains. Ça a évité de rentrer dans la chambre d'internat. Après, il y avait quand même de l'ambiance à l'internat, mais voilà, c'était des moments, même pour les enfants, de te dire que voilà, ils sont pas juste hospitalisés, il y avait quand même une vie, et ça fait partie de mes plus beaux moments, effectivement. Ok. C'est vrai que c'est de beaux moments. Oui. C'est simple, mais ça marque. Ouais, tu prends le goûter. T'es bien, franchement, Flavigny, c'était chouette. On conseille Flavigny pour les stages. Mais c'était. Puis des médecins super, mais vraiment, j'avais pas l'impression. Parce qu'au début, voilà, j'arrivais à un père pédiatrique, je connaissais rien du tout. Et donc, c'était une belle expérience. Très, très chouette. Ouais. Okay. Très bon premier semestre. Et puis donc, je rebondis sur ce qu'il a demandé. Oui. Le plus beau moment de votre vie. De ma vie. Alors, ça rentre dans les détails. Mais là, c'est de ma vie. Un bon moment quand vous y pensez. Ce que j'aime bien dire, c'est par exemple quand on vieillit, ça va être des moments qu'on repense en fait. On se dit, ce moment-là, c'était vraiment magique. Je remercie la vie d'avoir pu. C'est avec une personne en particulier, un moment vraiment où on sent qu'on est aimé. Et oui, c'est effectivement quand on est avec une belle personne et on se sent empli d'amour, oui, ça c'est le plus beau moment. Okay. C'est magique, c'est beau. Je pense qu'on va terminer sur ce très beau point, à part si tu veux. Une petite partie. Il veut pas finir sur l'amour. C'est vrai. Il veut finir. J'aime bien la transmission, partir sur le travail. Dans ce que vous voulez laisser de ce podcast, ce que vous voulez transmettre. Je pense que je peux vous dire ce que je vous ai dit pendant la pause en fait. Ouais. Donc oui, si je peux, c'est ce que j'ai dit aussi un peu avant, c'est de transmettre la passion de l'anatomie, parce que ce soit pas. Je déteste moi quand les cours sont obligatoires. Donc, si l'étudiant il vient parce qu'il doit apprendre, oui, il faut apprendre. C'est la fac, on n'est pas non plus venu, c'est pas Disneyland, mais en se disant, c'est le cours du docteur Assaba, je vais apprendre, je vais kiffer, je vais vraiment comprendre certaines choses que ça fait une éternité, j'essaie de. Voilà. Si les étudiants sortent de mon cours en se disant j'ai passé un bon moment, ça va être galère à réviser, mais je vais chercher, je vais me renseigner, il y a des structures dont elle a parlé, voilà, si je donne la curiosité, parce que en quelques heures d'enseignement, on ne peut pas non plus tout transmettre, c'est qu'un début. Mais, parce qu'en plus les heures d'anatomie, elles ont été réduites au fur et à mesure des années, donc on ne peut pas, avant, passer des heures sur membre supérieur, maintenant c'est quelques modules, c'est plus pareil. Mais si ça donne la curiosité de continuer et la soif d'apprendre pour laquelle je suis venue en médecine, elle est entretenue et transmise aux autres générations, du coup, c'est tout gagné. C'est gratifiant. Ouais, qu'ils se disent pas, on a cours avec le docteur Assaba. Ça, c'est ce qui. Non, en disant, cours docteur Assaba, j'ai pris mes papiers, j'ai pris mes crayons, j'ai pris tous mes crayons de couleur, je suis ready, let's go. Et puis, dissec, c'est parti. Voilà. Et que ce soit des bons moments et que un jour quelqu'un puisse raconter j'étais au cours de docteur Assaba, c'était chouette. Voilà. C'est ce qui vous fait vibrer. C'est sur le moment, et puis le fait par exemple que vous m'ayez contacté, oui, ça me fait hyper plaisir. Je vais pas dire non, c'est rien. C'est normal. Je suis totalement non, c'est un job. Non, mais donc voilà, si je peux transmettre ça aux étudiants. Mais pour l'instant, c'est assez paradoxal, j'ai pas encore l'impression de pouvoir vraiment transmettre des choses, puisque je suis en cours de formation, donc j'ai encore plein de choses à apprendre, mais j'apprends tout autant
auprès des étudiants que eux n'apprennent auprès de moi. Bien sûr. Donc oui, forcément, ça me touche. Oui. Voilà, il y a encore... c'est fou, on se dit, voilà, on a fini internat, on a fini l'année recherche, et il y a encore des choses, et c'est ça que je recherche, parce que si on n'est pas passionné comme ça, le parcours hospitalo-universitaire, je pense pas qu'il puisse être mené à bien. Ouais, bien sûr. Mais l'anatomie, c'est tellement beau. La clinique, elle est belle aussi, très diversifiée et tout, mais je n'ai pas... l'anatomie, voilà, il y a ce feu brûlant de... Ouais, qui vous fait, mais ça brûle aussi, hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà, l'anatomie, elle est belle parce qu'elle est compliquée. C'est vrai. On va jamais finir de l'avoir apprise. On peut sans arrêt... J'ai l'impression que je m'enfonce, mais c'est pas grave. Non, mais voilà. Aller chercher, ouais, c'est vrai. Je vous rejoins sur ça. Et puis voilà, encore comme je l'ai dit tout à l'heure, je me forme à dessiner, à faire de la craie, je prends des cours de dessin, je kiffe. Ouais, bien sûr. Et c'est ça le but, c'est que le travail ne soit plus du travail, mais que ce soit vraiment un moment de kiffance, et pour les étudiants et pour moi. Et c'est ça que je veux leur transmettre. Que ce soit pas juste... oh, j'apprends la natte parce qu'il faut passer les examens à la fin de l'année. Non, j'apprends la natte parce que ça va t'être utile lors de ton examen clinique, ça fera de toi un bon médecin, un bon chirurgien, et voilà. C'est vrai. Tout simplement. Magnifique et réponse. pour vous, quelles sont les 3 qualités primordiales à avoir en tant que médecin, de manière générale ? De l'humanité. Oui. Première chose. De l'humanité. On ne veut pas être soigné par des robots. Donc ça c'est... et on a tendance à l'oublier parce qu'on est pris dans cette spirale infernale du travail. Donc il ne faut pas non plus oublier de faire un pas en arrière, de se dire voilà, c'est une personne en face de soi. Oui. C'est quand on pose des questions lors d'un interrogatoire. Alors, est-ce que vous avez déjà eu des tumeurs ou tiens, vous avez des métastases, ouais, bon, comme ça, balancé comme ça. J'en ai vu comme ça. Non. Quand on s'adresse d'autant plus à des enfants, il y a une façon de prendre les choses. Un loulou qui a une maladie de Marfan, qui doit avoir un corset dans le cadre d'une scoliose, on va pas lui sauter dessus comme ça. Voilà, il faut se dire, un corset, c'est quand même l'image de soi, c'est quand même une contrainte physique, émotionnelle. Donc il faut accompagner, merci. Non, et être humain et prévenant envers ses patients. Que le patient puisse avoir confiance. Tout à fait, mais une relation de confiance qui est indispensable. Donc vraiment, cette humanité, elle est nécessaire. Il faut avoir des connaissances, c'est sûr. Mais l'humanité est première chose. Deuxième chose, de la détermination, parce que c'est pas facile. Donc cette force de travail, tout ça, c'est important. Et puis troisième qualité, il y en a beaucoup, mais il faut en choisir une. Ça va avec l'humanité, mais la patience, mais dans... Ah si, quand même, de la bienveillance, mais envers soi-même. C'est-à-dire que c'est quand même un métier difficile, et on peut avoir tendance à se donner à corps perdu dans ce qu'on fait. Et à être très difficile envers soi-même quand on fait des erreurs, quand on est dans des situations de gêne. Et donc, de faire un pas en arrière, c'est pas la fin du monde si tu te trompes. Bon, après, jusqu'à une certaine mesure. Après, quand ça a des conséquences sur le patient, c'est sûr qu'il faut mieux éviter de se tromper. Mais quand on est en situation d'apprenant et qu'on se trompe, bien, se dire voilà, c'était pas génial. C'était pas le moment le plus génial de ta vie, mais pour faire en sorte que plus tard, tu ne refasses plus la même erreur, tu vas apprendre, tu vas te perfectionner. Let's go. Donc, c'est que ce soit des gestes techniques, des situations diagnostiques, voilà, être bienveillant et accepter qu'on peut avoir tort, qu'on peut faire des erreurs pour pouvoir les corriger et pour pouvoir avancer. Donc envers soi-même, c'est... S'écouter aussi, je pense. Ah oui. Ne pas en faire trop, même son corps, de toute façon, il ne répond plus à certains moments. Donc, après, quand tu n'as pas le choix, quand tu dois rester au bloc toute la nuit, tu vas rester au bloc toute la nuit. D'accord, mais après, la nuit d'après, on dort beaucoup. Et je pense aussi il faut savoir s'écouter, je pense, un peu, et se préserver. Parce que d'où l'importance de respecter le repos de garde, ça c'est important, ça c'est quelque chose pour lequel il faut vraiment se battre. Mais oui, ça c'est effectivement s'écouter. Ça c'est important. Ça va avec la bienveillance. Donc, tout à fait. Et faire preuve d'humilité.
Oui, ah bah oui, ça c'est... De toute façon, ça je vous le dis, si je sais pas, on regarde ensemble, on va regarder. Ça peut arriver de revenir sur son diagnostic, de dire bon, écoute, je me suis trompée. Voilà. On va corriger ça. On va voir ce qu'il y a à faire. On vous pardonnera parce que c'est humain aussi de se tromper, ça arrive. Mais quelqu'un qui va rester campé sur ses positions et qui va refuser d'avoir tort, ça peut avoir l'ego, ça peut avoir des grosses conséquences quand même. C'est vrai. Tout à fait. Ben, j'ai juste une dernière question. Après, dernière. Dernière. Si vous deviez transmettre un message aux futurs médecins ou à vos jeunes collègues, quel serait-il? Ou sinon, vous pouvez même faire autre chose, un conseil à vous-même plus jeune. Je pense que je pense qu'on vient de le faire en fait avec ces trois qualités. Parce que de transmettre ça aux étudiants, c'est important. Et puis la mois d'avant, oui, cette histoire de bienveillance, il y a une différence entre il vaut mieux progresser qu'être parfait. Parce que personne n'est parfait en fait, c'est impossible. Mais progresser, devenir un meilleur médecin avec le temps. On peut toujours améliorer quelque chose, être un meilleur médecin, être un meilleur interlocuteur, être un meilleur collègue. Il y a toujours moyen de s'améliorer. Donc voilà. Jour après jour, s'améliorer. C'est ça. Vraiment le conseil. Oui, et puis de ne pas se laisser abattre si on n'est pas forcément le meilleur à ce moment-là, de toujours se comparer aux autres. Si c'est plus démotivant que ça n'est motivant, il faut reconsidérer les choses. Okay. Ça marche. Très beau mot de fin. Je sais pas. Parfait. Pour nous, tout est bon. Merci beaucoup, Dr Assama, pour ce très bel échange. Ça nous a été très enrichissant et j'espère que ça le sera aussi pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire des petits commentaires, des petits retours, nous dire quel autre invité vous voulez aussi avoir à cette chaise. Est-ce que je peux proposer une question pour les suivants? Oui, avec plaisir. Alors, si jamais il devait vivre dans une autre époque, laquelle choisirait-il? Ou alors, question subsidiaire, s'il devait vivre dans un univers de films alternatif, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, etc., lequel choisirait-il? Et surtout, pourquoi? Parce que ces questions-là, c'est intéressant, mais la justification qu'il y a derrière. Oui, c'est vrai, génial. Vous voulez répondre peut-être? À votre propre question. C'est intéressant. Laquelle? Parce que du coup, ce serait quoi le côté film ou le côté époque? L'époque et film. Les deux? Tu veux les deux? Les deux m'intéressent. D'accord. Le côté époque, moi, je voudrais absolument rencontrer Léonard de Vinci. Vraiment, cette période de découverte. Ah bah oui, mais tout était possible. Bon, à condition de la femme à cette époque-là, pas trop. Mais, franchement, cette période-là de découverte, ça, ou alors période 14, tout ça peut être pas mal. La royauté. Okay. Ah oui, mais après c'est sûr si du côté de la royauté, parce que si l'autre côté. Alors le prix du pain n'arrête pas d'augmenter, la mortalité infantile est à son maximum. Non, ça va, ça ne manque pas trop. Il n'y a pas d'antibiotiques, rien du tout. Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et sur l'univers alternatif, je pense que ce serait Harry Potter, ça serait marrant. Ah, ça, c'était mon rêve quand j'étais petite. Ouais, c'est ça. On a tous attendu la lettre. J'attends toujours la lettre. Et pour ceux qui se posent la question, je suis une Serpentard. On va finir sur ça. C'est une Serpentard. Voilà. Donc, ma team. Merci Dr Assama pour ce magnifique podcast. Donc, on se retrouve pour les prochains, j'espère, dans les prochaines semaines. En tout cas, merci beaucoup encore. Je vous remercie énormément. Et puis, à très vite. Et puis, à bientôt. Bientôt.